Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire notre petite leçon de langue. Nous allons voir, tout comme on a déjà vu, le registre tragique, le registre pathétique et le registre ironique. Aujourd'hui, nous allons voir le registre polémique. Et nous allons donc essayer de reconnaître ce registre et de voir en quelque sorte quels sont ses procédés, donc les moyens, les caractéristiques qui vont nous permettre donc de reconnaître dans un texte qu'il s'agit du registre polémique. Bien. Alors pour ça, nous allons travailler sur le chapitre 39. Vous prenez donc ce chapitre, s'il vous plaît, et on va travailler juste sur le premier paragraphe pour le moment, d'accord? Et nous allons déjà essayer de dégager les caractéristiques de ce registre. Alors, ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Eh, qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas la souffrir. On va s'arrêter là. Et déjà, rien que dans ce petit paragraphe, nous reconnaissons déjà le registre polémique. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons deux thèses opposées. La première thèse, ils disent. À votre avis, c'est qui ce « ils » ? Eh bien, tout simplement, les gens qui sont pour la peine de mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, une mort douce, et que la mort de cette façon est bien simplifiée. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent donc que, eh bien, c'est une mort sans souffrance. Voilà donc la première thèse. Donc, thèse 1, ils, c'est-à-dire les partisans de la peine de mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Absence, donc. Absence de souffrance. Il n'y a pas de souffrance. Voilà ce qu'ils disent. Les partisans de la peine de mort, ils disent que la peine de mort, c'est une mort sans souffrance. Bien. On continue. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ces gens qui soutiennent cette thèse, ils disent que c'est une mort sans souffrance, voilà ce qu'ils disent, les partisans de la peine de mort. Le narrateur, est-ce qu'il partage leur opinion? Eh bien, vous remarquez tout de suite que non, puisque tout de suite, il va dire qu'au contraire, il s'agit d'une grande souffrance. Alors, donc, ils ne partagent pas leur opinion. Et dans quel paragraphe il exprime son désaccord? Tout de suite, après le premier paragraphe, nous avons son désaccord. Donc, autrement dit, nous avons là la thèse 2. La thèse 2, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette thèse 2? Eh bien, que c'est une grande souffrance. Et c'est la thèse de qui? C'est la thèse du narrateur, le condamné. Le condamné à mort, le narrateur. Lui, qu'est-ce qu'il affirme? Eh bien, il affirme qu'au contraire, eh bien, il y a une grande souffrance. Nous avons là donc une grande souffrance. Donc, comment sont ces deux thèses? Vous remarquez tout de suite que ces deux thèses sont opposées. L'une est le contraire de l'autre. Bien. Alors, comment il se prend donc, quel procédé il utilise pour montrer qu'il ne partage pas l'avis donc des partisans? Il a commencé par mettre leur thèse. On ne souffre pas.
Et puis tout de suite, il réfute cette thèse. Il a réfuté cette thèse au moyen de quoi? Pour dire que la guillotine fait souffrir. Comment il a procédé pour le faire? Eh bien, remarquez bien comment il a procédé. Il a commencé par mettre une interjection. Et remarquez, ce « et » que vous avez là, c'est une interjection. Pourquoi cette interjection? Pour réfuter, rejeter leur thèse. Ils rejettent ce qu'ils ont dit, ils réfutent ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Eh bien, il commence par exprimer le contraire donc de ce qu'ils sont en train de dire. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de souffrance. Eh bien, lui, il va utiliser des questions rhétoriques. Questions rhétoriques, donc, ces questions rhétoriques dans lesquelles il a utilisé l'anaphore. Qu'est-ce que? Alors, donc, on a des questions rhétoriques, pardon. Vous savez que les questions rhétoriques qu'il a fait accompagner, ces questions rhétoriques, il les a fait accompagner du champ lexical de la souffrance. Et avec ça, donc, il a commencé par utiliser l'anaphore. Où est l'anaphore? Regardez bien, chaque question, elle commence par quoi? Par qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, 3 fois. Qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines, etc. Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable? Qu'est-ce que cette échelle de torture? D'accord? Donc, question rhétorique, accompagnée d'anaphore Vous avez l'anaphore, qu'est-ce que? Et qu'est-ce qu'il a utilisé avec? Il a utilisé le champ lexical de la souffrance. Champ lexical de la souffrance, plus le champ lexical de la souffrance. Comme quoi, par exemple? Regardez les mots qui expriment la souffrance. Qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines? L'agonie, c'est une souffrance. Alors, nous avons champ lexical de la souffrance. On a donc agonie. C'est une agonie de 6 semaines. Vous voyez donc que c'est une longue souffrance. Vous avez ce râle. C'est le râle de tout un jour. Vous voyez donc comment est cette mort. C'est une mort qui dure longtemps et c'est donc une grande souffrance. Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable? On a les angoisses. Pardon. On a les angoisses, journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite. Qu'est-ce que cette échelle de torture? Regardez bien, échelle de torture. Pourquoi échelle? Eh bien, parce que c'est une torture croissante. Et la fin de cette torture, c'est quoi? Eh bien, c'est une tête coupée. C'est l'échafaud.
Hein, donc, elle se termine, toute cette souffrance morale, hein, longue souffrance morale, eh bien, elle se termine par une souffrance physique qui est la tête coupée. C'est l'échafaud. Donc, vous avez l'échafaud. Vous voyez donc le champ lexical utilisé. Hein. Donc, hein, voyez comment il a procédé. Hein. Thèse des partisans. Ils disent que c'est une mort sans souffrance. Tout de suite, deuxième paragraphe, sa thèse à lui. Il montre qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne partage pas leur opinion. Qu'est-ce qu'il affirme, lui? Qu'au contraire, c'est une grande souffrance. Et quels sont les procédés qu'il a utilisés pour dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il réfute leur thèse? Eh bien, il a commencé par utiliser l'interjection. Et voilà comment il a réfuté, violemment. Hein, et il a utilisé tout de suite après des questions rhétoriques qu'il a fait accompagner ces questions de l'anaphore. Qu'est-ce que? Vous savez très bien que l'anaphore est une figure de style pour insister, et donc il est en train d'insister ici qu'il s'agit au contraire d'une grande souffrance. Donc, et il a utilisé aussi, dans ses questions rhétoriques, il a utilisé le champ lexical de la souffrance. Voilà les mots donc qu'il a utilisés. Et comment il a terminé? En disant « apparemment, ce n'est pas la souffrir ». Qu'est-ce qu'il fait là? En disant « apparemment, ce n'est pas la souffrir ». Il fait de l'ironie, parce qu'il est en train de leur dire « comment vous osez dire que ce n'est pas une souffrance ?» C'est pour ça que ce n'est pas la souffrir, il l'a fait précéder de « apparemment ». Et là, c'est l'ironie. Donc, nous avons aussi l'ironie. Il a utilisé l'ironie pour ridiculiser, donc, il est en train de ridiculiser ce qu'ils ont avancé en disant que, eh bien, il n'y a pas de souffrance, que c'est une mort sans souffrance. Voilà donc comment il a procédé pour dire que, eh bien, pour donner plus de consistance à ses arguments à lui, à sa thèse à lui, qui dit qu'au contraire, c'est une grande souffrance. Donc, qu'est-ce qui fait donc qu'il y a polémique? Eh bien, tout simplement, nous avons deux thèses opposées. Après avoir donc réfuté leur thèse. Donc, nous avons thèse 1 et la thèse 2, c'est le contraire. Et vous remarquez qu'il y a donc une confrontation verbale. Cette confrontation verbale, c'est ce qui nous permet de reconnaître le registre polémique. Confrontation verbale. Donc, polémique. Voilà donc comment on peut reconnaître le registre polémique. Et cette façon de procéder, cette façon de mettre l'opinion des autres pour la réfuter et dire par la suite son opinion à soi, et la réfuter en la ridiculisant, en s'y opposant fortement, eh bien, cette façon de procéder, ce registre polémique, il a un but, c'est celui de convaincre, celui de persuader que, eh bien, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est pas eux. D'accord? Voilà donc comment il est en train de procéder. Donc tout ça, c'est pour convaincre. Voilà donc le registre polémique. Bien, alors tout de suite, donc maintenant, nous pouvons donc dire et définir un peu ce que c'est que la polémique et ce que c'est donc que le registre polémique. Voilà, donc qu'est-ce que la polémique? Eh bien, c'est une discussion.
il y a discussion, il y a un débat. Un débat, il y a une confrontation engagée. Une confrontation donc engagée entre deux personnes antagonistes. Deux personnes qui soutiennent deux avis opposés. Ils soutiennent donc deux points de vue, deux avis donc opposés, et qu'ils défendent violemment. Ils utilisent des arguments. Chacun a ses arguments et chacun défend son point de vue. Voilà donc ce que c'est que la polémique. Bien, alors, le registre polémique, on le reconnaît dans un texte, et donc il caractérise les textes où le locuteur on va voir maintenant le registre polémique. On parle de registre, on parle de tonalité, on parle de registre, on parle de tonalité, le ton utilisé donc dans un texte, c'est ça le registre. Donc le registre polémique caractérise les textes où le locuteur, celui donc qui s'exprime, le locuteur donc rappelle les idées de ses adversaires ils citent leurs idées de leurs adversaires pour les réfuter par la suite. Il commence par citer l'idée de l'autre, et il les réfute donc par divers procédés. Comme, eh bien, on a vu l'interjection. Cette interjection, c'est pour réfuter violemment. Comme donc l'interjection. Les questions rhétoriques. Les questions rhétoriques ou les questions oratoires, ces fausses questions, au moyen desquelles on affirme fortement. L'anaphore. Nous avons vu tout ça. On a aussi la répétition, aussi pour insister. Il n'y a pas seulement l'anaphore. L'anaphore, la répétition. Autre procédé qu'on peut trouver comme figure de style, on peut trouver la concession. La concession aussi. Cette concession qui consiste donc à dire « oui, j'admets ceci, mais… » et je lui oppose mon idée. C'est un des moyens utilisés aussi pour
dans le registre polémique, la concession, on a l'ironie, qui sert à ridiculiser donc cette thèse de l'autre, hein, montrer qu'elle est absurde, voilà donc pourquoi on utilise l'ironie, hein, tous ces procédés pour montrer qu'on n'adhère pas à la thèse de l'autre. Hein. On a aussi les exclamations. On peut rencontrer aussi la comparaison, la métaphore, hein, pour donner l'image donc hein, de ce que c'est que cette thèse qu'on est en train de soutenir. On peut même avoir des figures d'opposition. On utilise l'antiphrase. Vous savez que l'antiphrase, justement, hein, c'est pour montrer qu'on dit le contraire de ce qu'on pense et c'est pour faire de l'ironie. Etc. Et tout ça pourquoi? Ben, il y en a beaucoup. Tout ça pourquoi? Afin de mieux soutenir cette thèse. Sa thèse. On veut soutenir sa thèse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ridiculise la thèse adverse. Donc, le registre polémique ridiculise. La thèse adverse. Il la fait apparaître absurde. Sans fondement. Hein. Afin de convaincre, bien sûr, le but c'est de convaincre le destinataire. Voilà donc ce que c'est que le registre polémique. Donc, la polémique est une discussion, c'est un débat, une confrontation engagée entre deux personnes antagonistes qui soutiennent deux points de vue opposés qu'ils défendent violemment. Chacun défend donc sa thèse. Et donc, le registre polémique caractérise donc les textes où le locuteur rappelle les idées de ses adversaires pour les réfuter hein, par divers procédés. Eh bien, parmi les procédés, on a l'interjection, on a les questions rhétoriques et oratoires, on a l'anaphore, ou bien la répétition, les deux sont utilisés pour insister, les questions oratoires pour affirmer fortement, hein, on a la concession, cette façon d'admettre l'idée de l'autre hein, pour la réfuter par la suite. Hein. On a l'ironie pour ridiculiser la thèse adverse hein, et la faire apparaître absurde. On a les exclamations. Hein. On peut trouver la comparaison, la métaphore, des figures d'opposition, l'antiphrase, l'antithèse, etc., afin de mieux soutenir sa thèse. Voilà pourquoi on recourt à ce registre polémique. Et donc, le registre polémique ridiculise la thèse adverse. Il la fait apparaître absurde afin de convaincre le destinataire. Voilà donc ce que c'est que le registre polémique. Bien, alors, ceci dit, je vais vous demander de prendre le chapitre 15, s'il vous plaît, hein, afin qu'on puisse s'exercer un peu donc, sur ce registre polémique. Prenez le chapitre 15. Alors, je lis le chapitre. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort.
Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort, on eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile, une porte ouverte. Qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que... Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Vous remarquez que le narrateur, ici, dans ce chapitre 15, bien sûr, il tient à sauver sa vie. Donc, est-ce qu'il y a possibilité ou impossibilité que sa vie soit sauve? Comment est-ce qu'il peut sauver sa vie? Soit par l'évasion, s'il arrive à s'évader, soit par le pourvoi en cassation, si le procureur général accepte et qu'il ne rejette pas son pourvoi, soit par la grâce du roi, s'il arrive à se faire gracier. Dans ce cas, sa vie sera sauve. Et là, vous remarquez que dans ce chapitre, on a le registre polémique. Regardez bien, le chapitre commence par « Malheureusement, je n'étais pas malade ». Autrement dit, pourquoi il se trouve à l'infirmerie? Parce qu'il est malade. Mais les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il n'est pas malade et qu'il faut qu'il retourne donc à sa cellule de Bicêtre. C'est pour ça que le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Donc, lui, il pense qu'il est malade. Les autres, les infirmiers, les médecins, disent qu'il n'est pas malade et donc le cachot le reprit. Et regardez donc tout de suite, qu'est-ce qu'il utilise? Pas malade. Vous voyez? Donc, on va... Nous avons donc on va s'exercer sur le chapitre 15. Bien, alors remarquez, vous avez cette façon de dire, bon, il y a possibilité de sauver donc sa vie, donc possibilité que sa vie soit sauve, et donc,
Thèse opposée, impossibilité. Que sa vie soit sauvée. Voilà donc deux thèses opposées. Bien, alors, quelle est la possibilité pour lui pour que sa vie soit sauvée? Alors, première chose à laquelle il a pensé, l'évasion. Concernant l'évasion, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils n'étaient pas malades. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il leur répond? Pas malade. D'accord? Donc, en effet, je suis jeune, sain et fort. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de s'évader? Non. Donc, lui, il a utilisé cette interjection pas malade, qu'il est en train de, qui rejette donc l'opinion des médecins. Donc, il a dit pas malade. Une façon de dire je suis malade. Alors, ils disent que je ne suis pas malade et ils ont raison. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Voilà donc comment il a procédé. Donc, je suis, en effet, je suis jeune, sain et fort. Et ça va jusqu'à, oui, tout cela est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Oui, tout cela est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il a utilisé la concession. Et cependant, j'ai une maladie. Regardez, donc, j'ai une maladie. Il est malade. C'est une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes, jusqu'à des hommes. Voilà comment il est en train d'affirmer qu'au contraire, il est malade. Alors, ils disent que je ne suis pas malade. Eh bien, non, pas malade. Comment ça, je ne suis pas malade? Vous voyez, pas malade. Comment ça? Je suis malade. J'ai une maladie faite de la main des hommes, une maladie mortelle en plus. C'est une maladie qui est faite de la main des hommes. Alors eux, ils ont donné leurs arguments pour dire que, eh bien, il n'est pas malade. C'est vrai, je suis jeune, sain et fort, le sang coule librement dans mes veines, tous mes membres obéissent à tous mes caprices, je suis robuste de corps et d'esprit, je suis constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Voilà. Donc, ceci dit que, eh bien, il y a impossibilité que je ne passe pas par la guillotine. Impossibilité que sa vie soit sauve. Voilà ce que disent les autres. Il n'est pas malade, il doit retourner à la cellule et attendre le jour de l'exécution. Et lui, il leur dit, pas malade, mais comment ça? Voilà comment il réfute. Vous voyez, pas malade. J'ai une maladie, et c'est une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Et depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais peut-être pu m'évader si on m'y avait laissé. Donc, quel est l'argument de ceux qui disent que, eh bien,
il y a possibilité que sa vie soit sauve, hein, ce qui lui permet de penser ça. Il a pensé à l'évasion, hein, vous voyez, c'est toujours l'évasion. Hein. Il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader, hein, si l'on m'y avait laissé. Donc, hein, ça c'est l'évasion. Bien, ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Qu'est-ce qu'ils disaient? Mourir si jeune, hein, et d'une telle mort, vous voyez? Donc, hein, ils ne vont pas permettre donc, hein, de le laisser et de l'empêcher de s'évader. Hein, mourir si jeune. Et d'une telle mort. Donc, hein, on eût dit qu'il me plaignait. Hein. Vous voyez, donc vous avez ici cette exclamation. Hein. Là, vous avez vu la concession. Et là, on a l'exclamation. Et il réfute. Hein. Là, il a réfuté. Hein. D'accord, hein. Et vous avez donc l'exclamation. Très bien, mourir si jeune et d'une telle mort. Hein. On eût dit qu'il me plaignait. Regardez encore une fois. Si on le plaint, ça veut dire que, hein, ils vont peut-être le laisser s'évader. Hein. On le plaint. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Hein, voyez? Mais qu'est-ce qu'il fait après? Bah, curiosité. Et donc, impossibilité, c'était juste de la curiosité. Donc, voilà. Vous avez l'interjection. Bah, curiosité. Hein? Vous avez donc cette interjection. Hein? Interjection, bah, curiosité. Hein? Et qu'est-ce qu'on a après? Hein? Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Donc vous voyez que là, hein, ça va avec, hein, ce que... Pardon. Hein, vous voyez, hein, mourir si jeune, voilà ce qu'ils disent. Mais tout ça, c'est pas qu'ils me plaignaient, c'était juste de la curiosité. Vous voyez donc, hein, les idées qui s'opposent. Hein. Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Hein, vous voyez, donc vous avez l'interjection là, et vous avez aussi l'exclamation. Et ensuite, hein, vous avez, et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence des morts. Ils vous guérissent d'une fièvre, mais pas d'une sentence de mort. Et pourtant, cela leur serait si facile. Donc, vous remarquez que là, qu'est-ce qu'il a utilisé, hein, pour insister, hein,
Ces gens qui guérissent, vous avez donc la répétition. Voyez le moyen utilisé. Il a utilisé la répétition. Hein, ces gens vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Hein, voyez, hein, et pourtant, cela leur serait si facile. Hein, donc, hein, regardez bien. Encore une fois, regardez. Et pourtant, opposition. Cela leur serait si facile. Voyez donc, hein, une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait, hein? Voilà, ils n'ont qu'à laisser la porte ouverte. Hein, jusqu'à, pardon, qu'est-ce que cela leur ferait, hein? Voilà, ils peuvent faire ça. Et ma vie sera sauvée. Bien, mais ces gens, ils ne guérissent pas de la sentence de mort, malheureusement. Vous voyez, donc, ils ne peuvent rien faire pour lui. Donc, impossibilité que sa vie soit sauve. Et ensuite, plus de chance maintenant. Donc, ici, hein, qu'est-ce que cela leur ferait? Hein, vous avez, j'ai oublié de vous le dire, là, vous avez la question rhétorique. Bien, alors on continue. Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté. Donc, il pense à quoi maintenant, hein? Il a pensé à l'évasion, maintenant le pourvoi. Voilà un autre moyen qui lui permettra de sauver sa vie. Hein? Le pourvoi en cassation. Hein? Ce qui fait qu'il y a possibilité que sa vie soit sauvée. Eh bien, plus de chance maintenant parce qu'il est retourné à la cellule. Fini donc, cette idée de pouvoir s'évader. Donc, autre moyen pour pouvoir sauver sa vie, le pourvoi. Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Hein. Donc, vous avez plus de chance maintenant. Il est retourné à sa cellule. Voyez donc la négation, hein, plus de chance. Hein. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Vous avez donc la négation et vous avez l'exclamation. Donc, négation. Plus exclamation. Ah, voilà. Mon pouvoir sera rejeté parce que tout est en règle. Hein. Les juges ont bien, les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Donc tout le monde a très bien fait son travail. Hein. Donc vous avez les témoins ont bien témoigné. Les juges ont bien jugé. Les juges ont bien jugé, les plaideurs ont bien plaidé. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Hein?
il a utilisé la répétition. Hein, répétition de bien, bien, bien. Oui, mais pourquoi il a fait ça? Ils ont bien fait leur travail. Tout le monde a très bien fait son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il fait de l'ironie. Donc, hein, vous avez le procédé utilisé qui est l'ironie. Hein? Il se moque. Hein? Tous ces gens ont très bien fait leur travail. Hein, vous voyez donc hein, quelque chose donc, qui va contre sa volonté et ce qu'il veut, ce qu'il désire. Il fait de l'ironie. Et il dit « je n'y compte pas ». Vous voyez donc, hein, encore une fois, la négation. Je n'y compte pas. À moins que, non, folie. Regardez ces points de suspension. À moins que quoi? À moins que quoi? À moins qu'il y ait une autre solution pour sauver sa vie. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Non, folie, plus d'espérance. Le pourvoir, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. Donc, vous remarquez qu'il a dit « je n'y compte pas ». Et puis tout de suite, à moins que. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il a eu un espoir, il a fait une hypothèse. Hein? À moins que. Regardez, donc là... je n'y compte pas. Il ne peut pas compter donc sur ce pourvoi. Et tout de suite après, à moins que, point de suspension, hein, et ce à moins que, donc, hein, qui fait qu'il y a une hypothèse. À moins que, quelle est cette hypothèse? À moins que le pourvoi soit accepté. Mais qu'est-ce qu'il fait tout de suite après? Il rejette. Non, folie. Regardez, à moins que... Non, folie. La négation, encore une fois. C'est de la folie de penser ça. Hein, vous voyez? Impossible donc. Non, folie. Regardez cette exclamation. Hein, non, folie. Hein, vous avez cette exclamation qui dit que, eh bien, plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance. Plus d'espérance. Toujours, donc, encore une fois, cette exclamation, plus d'espérance, hein, et il continue, hein, il y a donc la négation. Là, qu'est-ce qu'il y a? Négation, donc, hein, de cette hypothèse. Et il continue, hein, il fait une métaphore. Le pourvoi, c'est une corde hein, qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Voilà pourquoi, donc, plus d'espérance. La métaphore. Plus, hein, qu'est-ce que c'est encore le pourvoi? Le pourvoi, c'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Donc, vous avez la métaphore et vous avez donc la comparaison pour donner donc une image de ce que c'est que ce pourvoi. Voyez, voilà. Donc, hein, il lui reste une dernière possibilité pour sauver sa vie. C'est laquelle? Eh bien, dernière possibilité, c'est la grâce. Voilà une autre possibilité, donc la grâce. La grâce, si j'avais ma grâce, voilà ce qu'il a dit, hein, la grâce. Si j'avais ma grâce. Voilà une autre possibilité pour sauver sa vie. Si j'avais ma grâce, point d'interrogation. Hein?
avoir ma grâce, point d'exclamation. Il insiste, regardez encore une fois la répétition. Encore la répétition. Donc vous avez la répétition. Hein. Si j'ai ma grâce, eh bien voilà, ma vie sera sauve. Avoir ma grâce. Et par qui, et pourquoi, et comment? Regardez toutes ces questions. Hein. Par qui? Et pourquoi? Et comment? Pour dire que c'est très difficile hein, que cette grâce vienne et il est impossible qu'on me fasse grâce. Hein, regardez donc ici. Voilà ce qu'il a réalisé. Il est impossible qu'on me fasse grâce. Hein, vous voyez, il a espéré sa grâce pour sauver sa vie, mais il est impossible qu'on me fasse grâce. Pourquoi il est impossible? Hein, l'exemple. Regardez donc l'exemple, cette exclamation, hein, comme ils disent. Regardez donc l'exclamation, hein, et ils avancent que, eh bien, il faut donner l'exemple. Donc, comme ils disent, hein, eux ils disent ça, hein, il faut donner l'exemple. Vous voyez, hein, donc, la peine de mort est un exemple pour, et il faut donc, c'est impossible donc qu'il soit gracié, hein, comme ils disent. Regardez donc les exclamations, hein, parce que comme ils disent, voilà, hein, l'exemple comme ils disent. Donc vous remarquez que là, dans ce chapitre, on a l'utilisation du registre polémique. Il y a, voilà les possibilités de sauver ma vie, hein, mais tout s'oppose à cette possibilité. Les partisans s'opposent. D'accord? Voilà donc le registre polémique que nous avons donc, qu'on a pu dégager de ce texte. Voilà, alors... J'espère que c'est saisi que les procédés donc, de ce registre polémique et donc comment on peut reconnaître le registre polémique dans un texte. Voilà comment on l'a reconnu dans ce chapitre. Et je vais vous demander de travailler sur la préface de Victor Hugo. Et vous allez travailler donc sur cette photocopie que je vous ai donnée en production écrite lorsqu'on a vu, on a dégagé de cette préface les arguments des partisans de la peine de mort et les arguments de Victor Hugo contre la peine de mort. Dégagez de là le registre polémique, montrez qu'il y a un registre polémique et dégagez-le. Voilà donc le travail que je vous demande de faire et on le corrigera la prochaine fois.